la grande question qui va nous occuper pendant un petit moment. Apparemment, il savait, mais il n'a rien fait. Pourquoi Vladimir Poutine est-il resté les bras ballants alors que le FSB lui annonçait l'imminence de la rébellion de Prigojine, en tout cas si on en croit le Washington Post? Pour comprendre, on a besoin de vos lumières, bien entendu, mais d'abord les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, ce qu'on apprend d'abord, c'est que les premiers à avoir pris connaissance de la mutinerie, si on les croit en tout cas, ce sont les services français. Oui, et c'est l'éditorialiste spécialiste défense qu'on connaît bien ici, Jean-Dominique Merchet, qui l'affirme aujourd'hui dans le journal L'Opinion. Si les agences de renseignement américaines savaient depuis la mi-juin qu'un coup se préparait, les services français, eux, connaissaient l'existence d'un tel projet bien en amont. Alors comment les agents français ont réussi à doubler tout le monde? Eh bien, Jean-Dominique Merchet nous donne plus de précisions. Écoutez. Les Français ont été les premiers à savoir, ou en tout cas parmi les tout premiers, à savoir que quelque chose se préparait et plusieurs semaines à l'avance. On peut dire sans doute près de 2 mois à l'avance. Elle travaille sur le groupe Wagner depuis plusieurs années, non pas en Russie ou en Ukraine, mais en Afrique. C'est un bénéfice collatéral de l'investissement réalisé par la France en Afrique, un bénéfice collatéral qui se retrouve sur le théâtre russe et ukrainien. Et il est vraisemblable que ce soit la France qui ait informé Washington et ses alliés à la mi-juin, donc qu'un putsch était bien en préparation en Russie. Et c'est d'ailleurs ce que confirmait à demi-mot le chef de l'État Emmanuel Macron le 13 juillet. Écoutez. Enfin, je n'oublie pas, sans toutes les énumérer, l'efficacité de nos services de renseignement pour nos compatriotes comme pour l'ensemble de nos partenaires qui nous respectent et encore récemment ont eu à saluer la qualité de ces partenariats des informations françaises. Alors de son côté, la Russie disposait-elle des mêmes informations? Eh bien non, selon le Washington Post. Pour les journalistes qui citent les renseignements américains, Vladimir Poutine a été prévenu au tout dernier moment. Le président russe a été averti par les services de sécurité du Kremlin 2 ou 3 jours à l'avance seulement que Prigojine préparait une éventuelle rébellion. Alors, pourtant, malgré le fait que tout le monde semblait savoir, y compris le FSB, 2 ou 3 jours avant, rien n'a été fait pour contrecarrer Evgeny Prigojine. Non. D'abord, côté occidental, aucun dirigeant n'a décroché son téléphone pour prévenir Vladimir Poutine que quelque chose se tramait dans son dos. La raison est simple. Le putsch était vu par les Alliés comme un moyen de déstabiliser le régime de Vladimir Poutine. Écoutez à ce propos Jean-Dominique Merchet. C'est pas l'ambiance actuelle entre Paris et Moscou. On fournit des armes, y compris des armes extrêmement sophistiquées aux Ukrainiens, et on souhaite la victoire militaire de l'Ukraine. Non, dans ce cas-là, on sait, on observe et on voit au fond se désagréger une partie de la puissance russe. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la réponse de Vladimir Poutine lui-même en Russie. Malgré les informations données par ses services secrets, le président russe n'a rien fait de significatif pour empêcher Evgeny Prigojine de lancer son coup d'État. Sa réponse n'a été qu'à minima. Lorsqu'il vient d'être mis au courant, quelques jours avant, Vladimir Poutine met en alerte la garde nationale pour protéger les enceintes du Kremlin. Mais après, plus rien. Aucune décision n'est prise pour bloquer les troupes d'Evgeny Prigojine en Russie. Et le jour J, c'est pire, selon encore le Washington Post, qui cite cette fois-ci des responsables des renseignements ukrainiens et occidentaux. Vladimir Poutine était paralysé et incapable d'agir de manière décisive. Aucun ordre n'a été émis pendant la majeure partie de la journée. Une absence de décision qui permet aux chars d'Evgeny Prigojine d'avancer en quelques heures jusqu'aux portes de Moscou. Sans aucun ordre clair, les chefs militaires et de sécurité locaux ont décidé de ne pas arrêter les troupes de Wagner lourdement armées. Beaucoup, au niveau local, ne pouvaient pas croire que la rébellion de Wagner puisse se produire sans l'accord du Kremlin. Alors, c'est la grande question qu'on va tenter de continuer à poser sur ce plateau. Pourquoi Poutine n'a-t-il rien fait? Alors là-dessus, les analyses divergent. Pour le Washington Post, c'est la personne d'Evgeny Prigojine qui a fait vaciller le chef du Kremlin. Poutine a eu peur de contrer directement un seigneur de guerre renégat qui aurait développé le soutien de la sécurité russe pendant une décennie.
Rappelons qu'Evgeny Prigojine, avant ce putsch, était considéré comme l'un des hommes forts du régime, proche de Vladimir Poutine. Il était au cœur du système de Vladimir Poutine avec ses usines à trolls, de désinformation, également une pièce essentielle de la sécurité pour la Russie, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, avec la milice Wagner. On a souvent évoqué sur ce plateau son influence grandissante au sein des couloirs du Kremlin. Pour l'Institut d'études de la guerre, en revanche, si Vladimir Poutine n'a rien fait, c'est parce qu'il a été empêché politiquement. L'incapacité de Poutine à agir rapidement suggère qu'il n'est pas sûr de sa capacité à rallier l'élite autour de lui et peut indiquer à quel point la politique interne du Kremlin est devenue une guerre fratricide. Merci beaucoup, Quentin. Alors, je pose la question à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il a été en quelque sorte sidéré, Vladimir Poutine, 2 ou 3 jours avant cette tentative de coup d'État, ou alors est-ce qu'il ne pouvait pas tout simplement répondre à cette menace ? Il y a une question récurrente à chaque fois qu'il s'agit d'informations sensibles vers le Kremlin, c'est est-ce que ceux qui savent, et dont c'est le métier, dans son entourage, proche ou lointain, ne lui disent pas, car ils craignent sa réaction, ils craignent de déplaire au tsar, ou est-ce que véritablement il y a eu un déficit en termes de qualité du renseignement dans l'entourage? Je crois que là, il y a une combinaison des deux phénomènes. Vous avez quand même la garde nationale, la fameuse Rosgvardia, qui est mise en alerte le 19. Vous avez des exercices de sécurité le 20. Et effectivement, il semble que la mise en garde qui émane du directeur du FSB, qui s'appelle Bortnikov, Alexander de son prénom, ne soit explicite que le 22. C'est-à-dire à J-2. Donc vous avez sans doute une sorte d'alliage fatal entre une tradition du non-dit, par crainte d'eux, et effectivement une carence du renseignement. Et j'ajoute un dernier élément, à ce stade en tout cas, c'est que si certains acteurs sécuritaires et militaires ont fait preuve d'une assez grande loyauté, y compris avant la prise de parole de Poutine, qui, de l'avis même des proches de Prigojine, a été décisive dans la volte-face ultérieure. Donc on peut considérer que la garde nationale, par exemple, a été loyale. En revanche, il y a des doutes sérieux que partagent les services de renseignement occidentaux sur la fiabilité et la fidélité au sein du FSB, donc l'ex-KGB, y compris à un niveau de la hiérarchie élevé, et de certains secteurs de l'armée. N'oublions pas, je m'arrête là-dessus, que Sourovikine, qui un temps a été le patron du corps expéditionnaire russe en Ukraine, avait des liens étroits avec Prigojine et que sa complicité active a été, semble-t-il, établie, qu'il s'agisse de transmettre des listes d'officiers sur lesquels on peut compter au moment de la mutinerie de Prigojine, ou même de livrer des renseignements sensibles sur les dispositifs antiaériens de l'armée de la Fédération de Russie. Et oui, parce que ces informations donnent un autre éclairage sur des choses que l'on a vécues, Sourovikine notamment, effectivement, son éviction express. On va revoir les images de Sourovikine, qui d'ailleurs, à ce moment-là, on est le 24 juin, dit à Prigojine: arrête. En gros, on sait que les deux hommes sont très proches, mais ce qu'on lui a reproché ensuite, c'est d'avoir été au courant et peut-être de ne pas avoir averti Vladimir Poutine. Effectivement, je pense que c'est effectivement, comme le disait Vincent, un mélange de deux choses. Moi, je crois assez quand même à la thèse de la sidération, pas seulement au Kremlin, mais peut-être dans l'appareil sécuritaire russe. Un président tout puissant depuis 23 Exactement. ans au pouvoir Voilà. peut être sidéré par... Voilà, c'est ça. Et finalement, je reprends les mots du Washington Post quand ils disent certains officiers russes décident de ne pas entraver je dirais plutôt que certains officiers russes ne décident pas d'entraver la marche de Prigojine vers Moscou. Moi, je pense plutôt que justement, il y a un phénomène de sidération qui peut-être empêche la hiérarchie militaire et sécuritaire de décider quelque chose. Et de fait, les gens qui sont sur le terrain ne savent pas quoi faire. Et en Russie, c'est pas vraiment le genre à prendre des initiatives personnelles pour voilà. Mais effectivement, par ailleurs, naturellement, c'est une combinaison de cela et d'évident soutien dans l'appareil sécuritaire russe de Prigojine, en faveur de Prigojine, c'est évident. Et on voit bien d'ailleurs quand Sourovikine prend la parole ce jour de la mutinerie de Wagner, la tension qu'il y a dans son personnage et dans la façon dont il s'exprime, parce qu'il sait que
alors qu'il soit coupable ou pas de complicité avec Prigojine, peu importe, mais dans son body language, il est très clair qu'il sait qu'il va être en première ligne de toute façon, puisque ses liens avec Prigojine sont avérés. Oui, alors en tout cas, ça rappelle bien la verticale du pouvoir. Hein. C'est-à-dire que si le président tout-puissant ne dit rien, bah, effectivement, personne ne réagit ensuite dans les échelons inférieurs. Effectivement, il n'y a pas de principe de subsidiarité. C'est vraiment un commandement par la tête, et puis derrière, ça obéit ou ça n'obéit pas. En l'occurrence, là, ça n'a pas beaucoup obéi. Alors, je confirme le fait que les pays alliés de la France, notamment les anglo-saxons, mais pas seulement, se nourrissent en bonne partie aux informations françaises de la DGSE, des services secrets extérieurs français, sur Wagner, puisque ça fait très longtemps que la DGSE, les agents de la DGSE, la direction du renseignement militaire aussi pour une partie, sur la partie vraiment militaire. Là, c'est intéressant, les épaulettes, vous voyez, de Surovikin, les épaulettes de général. Vous voyez, on appelle ça basse visibilité. Sur la vidéo où il est interrogé, il n'a plus ses épaulettes. Donc c'est déjà un général qui est prisonnier et qui a été dégradé. Il a perdu ses épaulettes. Sur cette vidéo-là. Il n'a plus les insignes de grade sur les épaules. Bon, c'est un détail. Donc effectivement, les anglo-saxons sont très reconnaissants aux Français parce que Wagner est l'ennemi de la France depuis longtemps. Donc ça fait longtemps que, encore une fois, les services secrets français travaillent là-dessus. Et le président Macron faisait allusion à des courriers que Bernard Hémier, qui est le patron de la DGSE, a reçu de remerciements de ses pairs. Alors après, sur votre question, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, les choses étant évidemment très différentes, j'ai repensé à ce qui se passe chez Staline en juin 1941, quand l'URSS est attaqué par l'Allemagne nazie. Staline a été prévenu par différentes sources, l'un de ses agents, Richard Sorge, qui était au Japon, mais également par les Britanniques, qui ont décrypté la machine Enigma à transmettre les messages allemandes. Et Churchill sait que l'Union soviétique va être attaquée. Et de façon directe ou indirecte, Staline est prévenu que du 21 au 22 juin, le pays va être envahi. Et Staline n'y croit pas. Il n'y croit pas. Et donc, l'armée russe, en dehors du fait que Staline l'a décapité, va être dévastée. Je pense que chez Poutine, mutatis mutandis, ces choses étant tout à fait différentes, il y a un facteur de cette nature-là. Prigojine, c'est un de ses intimes depuis très longtemps. Prigojine connaît beaucoup de choses sur Poutine. Poutine connaît tout de Prigojine. Et dans les semaines, mois qui ont précédé le coup d'État, quand Prigojine, on a passé beaucoup de temps sur ces plateaux à commenter les insultes, les torrents de propos, mais hallucinants. Alors pour le coup, les propos du maire de Kiev, c'est de la petite bière par rapport à ce que Prigojine nous a servi. Et Shoigu, Gerasimov, d'autres, dans des réunions confidentielles avec Poutine, lui disaient « Mais Vladimir, tu ne peux pas laisser passer ça, ça n'est pas possible, il faut que tu arrêtes Prigojine, que tu le débranches. » Et Poutine répond. Certains même disaient à Poutine « Tu sais comment il t'appelle, Prigojine, en privé? Il t'appelle le botoxé. » Bon. Donc pour essayer de pousser Poutine dans ses retranchements. Et Poutine répondait toujours « Regardez comment ces soldats se battent. Si toute l'armée russe se battait comme les miliciens de Wagner, on n'en serait pas là. » Et donc je pense qu'il y a une partie de « c'est pas possible ». C'est le Frankenstein que j'ai créé va pas tout d'un coup se lever et me donner un coup de poignard. Effectivement, comme la structure est lourde dans les États totalitaires, sans compter le fait que c'était miné à l'intérieur aussi par ceux qui étaient, je dirais, dans le projet de Prigojine, le système a donné ce résultat absolument hallucinant. Michel Goya, vous partagez ? Oui, c'est quand on est un système aussi centralisé, quand la tête est frappée de dissonance cognitive, tout le système est bloqué et n'a pas fait preuve, là aussi, de beaucoup d'initiatives. Déjà parce qu'effectivement, c'est pas forcément dans l'ADN de ce système. Et puis ensuite, parce que dans cette... Il y a l'horizontal du pouvoir, mais aussi la verticale du pouvoir, mais aussi une forme d'horizontale. C'est-à-dire que c'est plus un monopole de la force. En Russie, c'est quand même un peu un oligopole. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de seigneurs et de puissances qui... Il n'y a plus l'État qui a le monopole de la violence. C'est plus le cas. Maintenant, vous avez plein de puissances. Vous avez des milices partout. Vous avez la garde nationale, vous avez le FSO, le service de sécurité, le FSB, le GRU qui ont leurs propres services, leurs propres armées. L'armée qui n'est pas forcément aussi monolithique qu'elle a pu être dans le passé. C'est plus l'armée russe traditionnelle qui
qui est pas bonapartiste, qui pratique pas le coup d'État militaire. Mais ça, c'était un peu avant, quoi. C'est maintenant, on a une armée professionnelle, et Wagner, c'est la force la plus professionnelle de cette armée professionnelle, d'une certaine façon, qui peut obéir à ses chefs. Quand vous avez des gens comme le général Teplinsky, patron des troupes aéroportées, qui il est suivi par ses hommes. Donc si un jour il était de mauvaise humeur, on pourrait avoir quelque chose comme ce qui s'est passé avec Wagner. Et ces gens-là, finalement, s'observent aussi, se regardent. Prigojine a tenté quelque chose. Peut-être qu'il espérait créer une coalition. Aucune de ces puissances n'est suffisamment forte par elle-même pour prendre le pouvoir, on va le dire comme ça, et pour s'imposer à toutes les autres. En revanche, il peut se créer des coalitions. La vraie menace pour Vladimir Poutine, c'est la création de coalitions entre certains de ces personnages. Et donc là, c'était le test. La coalition n'a pas fonctionné, il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu se rallier quand même à Prigojine, mais il y a aussi beaucoup de monde, des gens qui sont restés un peu en attente. On va comme dire des comme barons médiévaux, en quelque sorte. Galia Kerman parlait un peu de grève italienne, à l'italienne, pour un certain nombre de ces gens-là qui ont attendu de voir un peu quand même comment tourner les choses. L'obsession de Prigojine a toujours été, y compris dans cette mutinerie avortée, d'obtenir la reconnaissance, l'officialisation de son existence et les moyens qui l'accompagnent. La clé, à mon avis, de son insuccès, c'est un péché d'orgueil. Il parie sur un effet boule de neige, un effet d'avalanche qui entraînerait des unités, des officiers supérieurs, des officiers généraux à sa suite. Et il est acquis aujourd'hui que certains d'entre eux ont attendu de voir comment le vent de l'histoire tournait avant de rallier ou pas l'intéressé. Ils ont courageusement volé au secours de la victoire par défaut de Poutine. Et d'ailleurs, on prête à Prigojine un commentaire juste après le discours de dénonciation de Poutine lui-même. On va réécouter. J'étais persuadé que 95%, il faisait allusion là à l'appareil militaro-sécuritaire, était prêt à me suivre. Après ce discours, il n'était plus que 40%. Et c'est là qu'il décide cette volte-face assez piteuse, au grand dépit d'ailleurs de Dimitri Oudkine, le chef militaire originel de la force Wagner, qui lui disait « mais on n'a pas franchi le Rubicon pour y pêcher à la ligne, on a commencé, il faut aller au bout, c'est au Kremlin que l'aventure s'achève ». Alors, ajouter juste un mot rapidement, pour aller dans le sens de Vincent, c'est tout à fait parfait ce qu'il a dit. Il faut rajouter à ces éléments-là le fait qu'une partie du FSB, les services de sécurité intérieure, mais aussi qui est une puissance aussi sur le pourtour des frontières de la Russie, un certain nombre de ces agents sont allés se présenter aux appartements des familles d'un certain nombre de personnages, dont Sourovikine, qui était considéré comme étant impliqué ou possiblement pouvait basculer. Ces familles ont été prises en otage. J'avais, dès le départ du coup d'État, posé la question de qu'est devenue la maman d'Evgeny Prigojine, qui avait joué un rôle important dans la gestion de la holding. Et je n'avais pas d'informations sur la mère de Prigojine, mais pour donner cet exemple, dans les pratiques du fait qu'elle pouvait avoir été mise, je dirais, sous le couvert du FSB, là, ce qui est clair, c'est qu'à Moscou, ça s'est passé de cette façon. Notamment, la fille du général Sourovikine a appelé son père en lui disant, entre guillemets, papa, déconne pas, parce que j'ai les agents du FSB autour de moi, etc. Donc, ce qui fait que le passage de 70% à 40% est lié à ça, est lié à un autre travail, à savoir que les copains des chefs militaires intermédiaires, commandants, lieutenants-colonels, qui étaient dans la colonne d'assaut, les copains du GRU, service de renseignement militaire russe, ont appelé ses camarades, puisqu'en fait, il y a une consanguinité entre les miliciens Wagner et le GRU, puisque Wagner est né du GRU. Wagner, c'était le nom de code de Dimitri Oudkine, grand amateur de la SS, puisqu'il porte les insignes de la SS tatoués sur le corps, et il a choisi Wagner. C'était en fait son pseudo, Wagner. C'est pour ça qu'il l'a donné au groupe de combat, parce que c'était le sien dans les forces spéciales, par admiration d'Hitler. Et donc, tous ces phénomènes combinés, c'est-à-dire le fait d'avoir appelé les commandants intermédiaires en lui disant « mais est-ce que tu te rends compte que Prigojine t'emmène dans un traquenard ?» Et puis vous avez un dernier personnage, le général Dioumine, qui a joué un rôle très important, un ancien chef de la sécurité de Poutine, gouverneur d'un État, qui a appelé Prigojine en lui disant « écoute, tel gars sur lesquels tu comptais, le FSB est en train de les prendre en main. » Et donc, tous ces phénomènes combinés fait qu'à un moment,
Prigojine s'est dit, il faut que j'arrête là. Et entre parenthèses, Loukachenko n'a joué aucun rôle là-dessus, sauf le rôle de marionnette alimentée à la dernière minute pour pouvoir couvrir de l'autorité d'un chef d'État les négociations qui s'étaient faites à l'intérieur. Voilà une partie de l'histoire de cette aventure incroyable qui a été suivie par le monde entier et qui montre la fragilité du tsar Poutine. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que l'opinion nous apprend, Daphné Benoît, c'est que la DGSE savait, un peu avant en tout cas, en croire la DGSE, on va voir l'image du patron de la DGSE, Bernard Hémier, qui a été très heureux d'entendre les propos du chef de l'État le 13 juillet, alors qu'ils étaient des propos un peu sibyllins, en tout cas pour les non-connaisseurs. Il saluait la qualité du travail des services secrets français. Et ça, c'est directement lié à quoi ? À la connaissance intime de Wagner en Afrique, qui fait qu'ils ont peut-être des contacts. Indéniablement, la France a une longueur d'avance en matière de renseignement sur l'entité Wagner, puisqu'elle l'observe depuis des années en Afrique, que ce soit en Centrafrique, où Wagner a immédiatement comblé le vide laissé par les Français à leur départ, voire avant, et puis ensuite au Mali, où la junte a décidé de faire appel à eux, ce qui a provoqué le départ accéléré des Français. Donc effectivement, et en plus, tout ça avec un incident de taille où le groupe Wagner a essayé de piéger les militaires français en montant cette fameuse histoire dont vous avez nécessairement parlé amplement sur ces plateaux, mais cette affaire de Gossi où donc on voit clairement des paramilitaires de Wagner accompagnés de Maliens en train de monter de cette mise en scène macabre d'un charnier pour faire croire que les militaires français qui quittaient la base de Gossi avaient laissé derrière eux un charnier. Heureusement, il y a sans doute une partie de l'armée française et des renseignements qui a très bien travaillé, puisque tout ça a été démasqué de façon assez judicieuse, publiquement. Oui. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisqu'on a eu recours aux armes finalement de Wagner, l'une de leurs armes étant la désinformation et enfin l'information, la guerre informationnelle. Eh bien, on a répondu avec les mêmes armes, donc c'était très très bien joué. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement Wagner, les Français l'ont en ligne de mire depuis des années, le regardent vraiment comme le lait sur le feu, à la fois pour effectivement leur rapport avec les régimes avec lesquels nous on avait l'habitude de travailler en Afrique, et également parce que Wagner et la galaxie Prigojine en général est derrière de très vastes campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux et ailleurs pour finalement nous mettre des pots de banane en Afrique. Donc, ce n'est pas céder à une pulsion cocardière que d'affirmer que effectivement la DGSE était le service occidental le mieux renseigné depuis le plus longtemps dans la communauté du renseignement, comme on le dit. On peut supposer que les services français disposent de capteurs fiables, je n'irai pas au-delà, depuis au moins 5 ans, au sein même de la nébuleuse Wagner. Et effectivement, l'épisode du pacte qui a été scellé entre la junte malienne à l'été 2021 et Wagner, quoi qu'on en dise à Bamako, c'est vraiment un secret de polichinelle, a été aussi une sorte de piqûre de rappel sur la nécessité d'investir encore davantage en renseignement. Et c'est de fait tout cet investissement préalable qui a produit les fruits dont on vient de parler à l'instant de la mutinerie avortée. Si je peux, bien sûr. Il faut rappeler que le combat contre la nébuleuse Wagner ou Concorde, ça commence dès 2017, quand les trolls russes de Prigojine interfèrent dans la campagne électorale française, notamment. Et les fameux Macron Leaks, qui n'ont pas donné grand-chose, mais... Absolument. Mais en tout cas, le président Macron, le candidat Macron a été sensible à cette affaire. Et le président Macron, recevant le président Poutine à Versailles dans le cadre de la tentative d'instauration de bonnes relations avec ce personnage. Première visite officielle. Première visite officielle. Dans le cadre de la conférence de presse commune après, le président Poutine est interrogé par la presse libre sur les interférences avec les trolls de Prigojine dans la campagne française. Évidemment, le président Poutine met un déni, explique qu'il n'y a absolument aucun lien.
Après, on découvre qu'il donne en gros 1 milliard chaque année. Voilà. Et le président français. C'est ce qu'il a dit récemment, oui, effectivement. Voilà, c'est pour ça. Et le président français, à côté du président Poutine, maintient les informations en disant il y a eu des ingérences russes, etc. Donc, dans la tête du président Macron, Dieu sait qu'on lui a reproché parfois de ne pas avoir peut-être complètement compris la nature du régime poutinien. En tout cas, sur ce qu'est Wagner et tout ça, il avait parfaitement compris parce qu'il a été directement attaqué avant son élection. Donc le renseignement français est complémentaire aussi du renseignement anglo-saxon. On a dit à l'époque que les anglo-saxons, notamment les Américains, avaient connaissance des ferments du déclenchement de la guerre avant tout le monde. Il y a une complémentarité entre les services ? Oui, ça travaille, on travaille ensemble, bien sûr. Après, on parlait, comment dire, il y a le renseignement, puis après il y a l'interprétation des renseignements. C'est là qu'il peut y avoir éventuellement des différences, mais on travaille quand même en bonne intelligence, sans jeu de mots. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il n'y a eu aucune réaction, bien sûr, dans les chancelleries occidentales, on peut le comprendre, mais on finit par se poser une question à laquelle vous allez sans doute répondre. Si tant de gens étaient au courant, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de réactions en Russie ? Alors, Poutine sidéré, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, mais enfin, dans son entourage, on peut imaginer qu'il y a eu une forme d'effervescence quand même à ce moment-là. C'est aussi l'effet de l'épée brouillard du déni. Quand vous avez une culture du refus du réel, quand vous avez construit un système d'opacité et de silence, plus le facteur peur. N'oublions pas que lorsque, par exemple, très tôt en saison, Poutine humilie publiquement et devant la télévision le patron de ses services de renseignement, il est clair que ça va tétaniser pendant des mois tous ceux qui, à un rang inférieur en termes de hiérarchie, pourraient éventuellement être le porteur de la mauvaise nouvelle. Vous savez, c'est le sort du coureur de marathon qui trouve une mort détestable parce qu'il est porteur d'une mauvaise nouvelle sur le sort des armes. Donc tout ça, je crois que ça a une tendance à paralyser à la fois l'analyse du renseignement et donc mécaniquement la prise de décision. Oui, c'est la psychologie qui, en temps de guerre, et ça semble parfois incroyable, mais entre en ligne de considération. Oui, vraiment, et je repense à Joseph Staline qui ne veut pas croire et qui, quand on lui annonce le déferlement de plus d'1 500 000 soldats allemands de la Wehrmacht, ne veut pas y croire, va s'enfermer au Kremlin pendant un certain temps sans réagir. Et Vincent a raison sur la psychologie de ce type de personnage, mais même quand on n'est pas en régime autoritaire dictatorial, vous pouvez avoir des ratés. Le renseignement américain, 17 agences de renseignement aux États-Unis, donc quand même, il y a de quoi faire. Avant le 11 septembre 2001, différentes agences avaient reçu, notamment des Français, un certain nombre d'informations disant « Attention, il y a des groupes de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda qui auraient des projets autour d'avions de combat, d'avions de ligne, avec éventuellement des formations, etc. » Enfin, et il n'y avait pas que les Français, mais notamment les Français avaient fourni du renseignement assez intéressant. Ce renseignement s'est évaporé à cause du cloisonnement, et donc il n'a pas pu être lu et compris par les Américains. Et le 11 septembre est arrivé. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, ces tendances à l'enfermement, au cloisonnement, c'est encore plus fort dans les régimes monarchiques totalitaires du type du régime tsariste poutinien, effectivement, où chacun se regarde en chien de faïence et même ne va pas passer la copie à l'autre en s'en méfiant. Mais même dans les démocraties, il faut veiller à ça. Les Américains, depuis le 11 septembre, ont décloisonné, mais ce qui pose d'autres problèmes et qui explique parfois des fuites qu'ils ont eu récemment, où justement le fait d'avoir décloisonné, ouvert un peu pour que ça circule, parfois ça circule au-delà de ceux qui ont à en connaître, pour reprendre l'expression. Bon, c'est passionnant en tout cas. Dernière petite question que je vous soumets, mais pourquoi Vladimir Poutine n'a-t-il pas passé un coup de fil à Prigojine 2 jours avant le 24 juin, au moment où le FSB lui annonce... on n'est pas dans la tête de Poutine. Bien sûr. Ah, d'accord. On ne saurait exclure qu'il y ait eu un contact direct d'abord entre Prigojine et Poutine à la mi-juin, et qu'ensuite, à l'issue de cet échange, c'est une supposition que j'avance, il y a eu ensuite une séance de travail entre Prigojine et un trio constitué donc de Shoigu,
ce ministre de la Défense qu'il exècre Prigojine autant. aurait parlé avec Shoigu, son pire Zolotov. ennemi, l'homme qu'il... Zolotov, le patron de la garde conscue en nationale, permanence. et Bortnikov, le directeur du FSB. C'est une hypothèse qui circule dans certains milieux généralement bien informés. D'accord, donc c'est plus qu'une hypothèse. C'est en tout cas certaines personnes de votre connaissance ont cette conviction. Voilà, c'est plus qu'une hypothèse, c'est une esquisse d'informations tout à fait solide, et notamment l'échange téléphonique entre Poutine et Prigojine. Donc il a eu effectivement, il a eu lieu. Et donc après, qu'est-ce qui s'est dit? Comment les choses se sont emboîtées? Est-ce que il semblerait que certaines informations montrent que Prigojine avait quand même son projet, avait une antériorité dans son projet, qu'il a pu manipuler aussi et en quelque sorte endormir Poutine à travers ces échanges. Là, ce sont des suppositions, mais ce qu'a dit Vincent, c'est bien plus qu'une simple hypothèse. D'accord. Donc, il y a eu des échanges en amont. Il y a eu même un triumvirat, dont Shoigu. C'est quand même intéressant ce que vous nous dites. Le pire ennemi de Prigojine, l'homme qui l'insultait à longueur de vidéos, qui ont tenté de le décourager.